Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis aujourd'hui dans le sud de la France avec la délicieuse Marion Kaplan. Ah oui, je suis à manger, à croquer. À croquer. D'ailleurs, il y a eu un film que Jean-Yves Vuillien a fait. Quand il m'a vu, il m'a dit c'est croque la vie. C'est ça, t'émanes tellement de bonnes énergies, de bonnes ondes. Donc, on va parler de ton congrès. T'as créé un congrès, t'as créé le premier congrès de thérapie quantique il y a 3 ans. Donc là, on est à la 3e édition et forcément, c'est un sujet dont plein de Français s'intéressent. Dans le monde entier aussi d'ailleurs. Et dans le monde entier, tu as des super chercheurs et tout ça. Donc toi, tu es un peu l'ambassadrice de la thérapie quantique en France, parce qu'à la base, tu es bionutritionniste. Donc on avait fait une vidéo il y a quelques temps sur le lait, sur le gluten. Et d'ailleurs, on va en refaire une autre parce que c'est vraiment des sujets importants. Mais cette vidéo est sur les thérapies quantiques. Alors, c'est vrai que je me suis intéressée à la thérapie quantique, je dirais, de façon invisible. C'est-à-dire que les gens ne savent pas que je m'intéressais à ça depuis 30 ans. Les 30 ans que j'ai eu un déclic. Bon, on a tous ces intuitions. On a tous l'intuition qu'il se passe autre chose que ce qu'on voit. D'ailleurs, l'intuition elle-même, on ne la voit pas. Montrez-moi où est l'intuition. Montrez-moi l'intelligence. C'est où l'intelligence, hein? Donc, on est porteur de plein d'informations, mais si elles ne sont pas réglementées par la science, on n'y croit pas. C'est quand même incroyable. Et pourtant, l'être humain, c'est ce que je disais hier, c'est que ce soit dans l'homme des cavernes, qui écrivait sur les murs, qui avait des totems, qui avait des dieux, qui avait... Le divin a toujours été avec l'homme. Et pourtant, depuis Descartes, le divin et la tête, hop, c'est pour l'Église, et le corps, c'est pour la science. On a départagé ça. Et c'est dommage. Parce que dès qu'on parle de physique quantique, on parle du divin. Pourquoi on aborde ça? Pourquoi on en parle là? Les mathématiciens se posent la question énorme. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Est-ce qu'il y avait une cohérence préétablie ou pas? Et c'est vraiment la grande question. Et seuls les mathématiciens peuvent répondre à cette question. Et on est en train d'y répondre à cette question. C'est extraordinaire. Parce qu'on croit que les mathématiques, c'est un truc, on va mettre des chiffres, les aligner, ça tombe juste, on applique des théorèmes, etc. Mais les mathématiciens, pour moi, sont en avant-garde de la physique quantique. C'est grâce aux mathématiques, vous vous souvenez d'Einstein, qui a été dans les mathématiques avant. Et son truc, son théorème hyper connu qui est E égale MC2, c'est de la mathématique, hein. Le nombre d'or, c'est de la mathématique. La nature ne nous a pas attendus pour chiffrer le réel. Le nombre d'or du divin, vous le retrouvez dans toutes les proportions naturelles. Je dis bien naturelles. Donc, le quantique est depuis la nuit des temps. Sauf que nous, comme on veut absolument démontrer les choses, on cherche à le matérialiser, on cherche à le prouver, à le démontrer. Et la science aujourd'hui donc aimerait démontrer cette cohérence qui était préétablie avant le Big Bang. Parce qu'on nous parle du Big Bang, mais y a-t-il eu d'abord un Big Bang? Bon, tout ça c'est codé mathématiquement. Et donc les thérapies quantiques sont issues des mathématiques. Et la physique quantique est issue également des mathématiques. Comment définis-tu physique quantique? La physique quantique, la physique normale, je dirais, tu prends une voiture, tu suis le trajet de cette voiture. Du point A au point B, tu peux dire que la voiture, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, tu la suis. En physique quantique, la voiture, elle est là, et puis tout d'un coup, elle est là. Mais entre là et là, tu vois pas, parce qu'il y a ce qu'on appelle le saut quantique. Et moi, je ne suis pas physicien quantique. C'est pour ça que j'organise des congrès de thérapie quantique et que j'invite des gens à dire les choses que je pressens, qu'intuitivement j'adhère, qui sont cohérentes, mais je ne saurais absolument pas les expliquer. Les mathématiques, pour moi, étaient mon cauchemar à l'école. J'ai commencé à comprendre les maths en terminale. J'ai eu une bonne note, heureusement, parce que j'ai enfin compris qu'en mathématiques, il ne fallait pas chercher à comprendre au départ, il fallait appliquer l'algèbre, le machin, il fallait juste appliquer les définitions. Et tant que je cherchais à comprendre, j'y arrivais pas, hein. Donc j'ai compris qu'avec les maths, il ne fallait pas chercher à comprendre. Chercher à comprendre, il n'y a que les mathématiciens extraordinaires qui peuvent vraiment nous expliquer. Et d'ailleurs, j'ai lu un livre des frères Bogdanov sur la pensée de Dieu que je trouve remarquable, pub pour eux, et où on suit justement tout ce parcours de ces mathématiciens qui quelque part sont un peu autistes. C'est des gens, ils sont hors normes. C'est des gens qui ont une mémoire photographique extraordinaire. Vous imaginez, moi je ne peux pas imaginer, j'ai une mémoire très très limitée.
lire un livre, c'est-à-dire en une demi-heure, ils lisent 250 pages parce qu'ils ne la lisent pas. Ils ont un appareil photo à l'intérieur du cerveau et ils tournent les pages et clac, c'est photographié. Et vous dites page 21 et ils vous ressortent la page 21. Ils la lisent à l'intérieur de leur cerveau. Donc ils ont eu quand même une structure du cerveau un peu spéciale quand même. Mais il y a la mémoire et après, il y a ce côté divin qui est l'intuition, qui est, on va dire, un amalgame de leur psychogénéalogie, des trames familiales, des drames familiaux qui ont fait que peut-être qu'il y a une connexion, boum, qui s'est faite pour survivre, parce que tout ça, c'est des codes génétiques de survie. Et pour survivre, eh ben, il y a tout d'un coup une génération spontanée d'un génie. Et parmi ces génies, il y avait Max Planck, il y avait Einstein, mais il y en a eu tellement d'autres. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il était à Toulon, nommé, je n'ai plus son nom, mais il est prix de Fields de mathématiques. Très belle personne. Et ces gens-là, ils sont hors normes. Ils ne pensent pas comme nous. Quels sont selon toi les pionniers ou ceux que tu invites? Je sais que tu as Erwin Laszlo donc en novembre qui vient à Reims, c'est génial. Je reviens de Budapest, alors forcément j'en ai entendu parler en long et en large et j'aimerais l'interviewer, mais ça on verra pour novembre. Ah, voilà. Il faut que je vienne. Erwin Laszlo a quand même plus de 80 ans, donc c'est formidable d'avoir des gens qui ont cette mémoire, parce que la grosse explosion quantique a eu lieu dans les années 1920-1930. Là, il y a eu une explosion d'intelligence qui travaillaient ensemble, qui se sont retrouvés, qui cherchaient ensemble, qui ont rebondi ensemble. Le problème, c'est que ça aboutit à la bombe atomique, ça aboutit au nucléaire, etc. Et ce n'était pas forcément leur vision. Mais ça aboutit aussi au téléphone portable, à tout ce qui est numérique et sans fil. Tout ça, c'est quantique, hein, je vous signale. Parce qu'on n'est plus dans le linéaire et on est dans l'information. Et on est dans un autre monde. Qui est le monde des fréquences, de l'électromagnétisme, mais aussi des ondes Tesla, mais aussi de tous ces trucs-là. Et tous ces gens-là, c'était vraiment à cette époque-là qu'il y a eu cette explosion. Et des gens comme Erwin Laszlo, c'est un philosophe, c'est pas un mathématicien. Mais il s'est posé la question sur la cohérence du réel. Et il nous le dit, parce que je ne vais pas le dire à sa place, mais quand il parle, vous vous sentez intelligent. Et il n'y a pas besoin d'être bac plus 25 pour comprendre des gens comme Erwin Laszlo. Et ça, moi, j'essaye d'inviter que ces gens qui savent décrypter le réel, qui savent décrypter notre vie, parce que notre vie, c'est pas que du matériel. Nous ne sommes pas un sac de viande et on le secoue, ça fait un être vivant. Il y a plein d'énergie. Et d'ailleurs, quand on regarde un être humain, si vous regardez au microscope électronique à balayage, nous sommes du vide. On est vide, il n'y a rien. Entre un atome et un autre, c'est du vide. Et si on veut bien comprendre que, effectivement, nos 5 sens nous permettent d'aborder la matière, mais à notre niveau, il n'y a rien. Donc c'est bien une question d'être en phase ou pas avec des substances qui nous permettent de, par exemple, les bâtonnets de nos yeux peuvent nous permettre de voir certaines fréquences lumineuses et pas d'autres. Et tout ça est bien étudié, parce que si on devait tout percevoir, c'est pas possible. À ce moment-là, il y a... Comment expliquez-vous les médiums? Et comment expliquer... Il y a plein de personnes qui n'y croient pas. Mais croire ou pas croire, moi je sais que j'ai prévu 2 personnes qui sont mortes. Je suis désolée parce que c'est à ce moment-là, j'étais foudroyée. C'est une espèce de truc qui vous arrive. Je croisais le cinéaste, j'ai des preuves, donc le nommé Moustache, vous savez, c'était un jazzman. J'étais au Trophée Lancôme avec une copine, on bavasse, et il passe à côté de nous. Il nous dit même pas bonjour, il passe. Je le regarde. Je dis, c'est drôle, je le vois mort. Et c'est pas que je le voyais un cadavre, c'est pas du tout ça. J'ai eu besoin de le dire. L'après-midi, si tu es en voiture. Ça vient d'où ça? D'où ça vient? Je ne peux pas l'expliquer. Mais pour moi, tout est déjà là. Et une autre personne, je dis, ça alors, c'était le cours Simon, c'était le professeur Simon, j'étais au lycée Victor Duruy. Je le vois, je dis, c'est drôle, dans une semaine, je le vois mort. Une semaine après, il avait une crise cardiaque. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vibratoirement, tout étant déjà là, c'est pour ça que je dirais c'est parfait, parce qu'on ne sait pas quand on va mourir, on ne sera pas là pour le voir, donc c'est une bonne nouvelle, on s'en fiche. Et pour moi, la mort, c'est un changement de plan. C'est-à-dire que vibratoirement, il doit y avoir un espèce de truc qui fait qu'on change de plan. Alors là, on part. Alors là, ça y est, Mario est parti. Oui.
Non, non, mais C'est ma vie. non, mais c'est génial, quelle passion. Mais alors, au niveau scientifique, quels sont ceux qui vraiment appuient et démontrent cette physique quantique et le quantique et tous ces phénomènes un peu qui, pour l'instant, sont un peu paranormaux Ils sont paranormaux pour les non-scientifiques, mais même pour les gens dits scientifiques comme les médecins, parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas accès à cette culture. Mais la physique quantique est démontrée, publiée depuis les années 1920-1930. Donc il ne s'agit pas de dire j'y crois pas. Ça existe. C'est comme la loi de la pesanteur ou de l'électromagnétisme, ce sont des lois prouvées. Aujourd'hui, le professeur Biberian, qui a fait des émissions de radio avec nous, qui est professeur de physique justement au lycée à Marseille, non, au lycée à la faculté de Marseille, travaille sur la fusion froide. On n'y croit pas, mais il y a dans le corps humain des transmutations biologiques à faible énergie. C'est-à-dire on n'a pas besoin de bombes nucléaires pour faire nos transmutations, c'est-à-dire transformer l'hydrogène avec un petit peu de potassium et en faire du calcium, etc. Ces transmutations ont été publiées par un nommé Kervran. Ça n'est pas magique, ça existe, on le reconnaît. Donc c'est vrai que j'essaye d'inviter plutôt que des chamans, des scientifiques qui ont fait des études et qui vont nous démontrer qu'il y a autre chose que ce qu'on voit avec nos 5 sens. Par exemple, le professeur Korotkov en Russie, à partir de la technologie du Kirlian, le Kirlian, c'est une technologie où on va avoir une plaque avec des mesures électromagnétiques, on va y mettre chacun de nos doigts. Pour ceux qui ne le savent pas, chacun de nos doigts est l'aboutissement, le départ et retour de nos méridiens. Les méridiens, ça fait 6000 ans qu'on le connaît. L'acupuncture est une médecine quantique qui a 6000 ans. Parce qu'aujourd'hui, on a su la démontrer grâce à l'IRM, qui est aussi issu des technologies quantiques. Le fameux IRM, c'est quantique. Eh bien, avec des marqueurs iodés, on a pu suivre qu'il y avait effectivement des courants énergétiques dans le corps, avec des carrefours énergétiques, et c'est démontré. Donc qu'on ne me dise pas que l'acupuncture et les méridiens, ça n'existe pas avec vos 5 sens, mais ça existe dès lors que vous vous affinez dans vos perceptions et que vous savez prendre des pouls et que vous commencez à percevoir ces éléments-là. Donc c'est simple. Alors, donc Korotkov a mis au point la GDV, qui est une caméra de Korotkov, dans laquelle effectivement on va mettre ses doigts, je l'ai ici, et on va, grâce à leur calcul, tout ça est encore mathématique, grâce au calcul et à un logiciel, on va voir exactement non seulement quels sont vos organes qui sont en souffrance, mais si vous êtes aligné dans vos chakras, un chakra, médecine ayurvédique, encore des millénaires d'années, on les a démontrés qu'il y a des carrefours énergétiques depuis la base jusqu'en haut qu'on peut visualiser. Et même maintenant, il y a ce qu'on appelle des photos d'aura, où on vous met sur un écran noir avec un optique très spécifique. On arrive à voir votre champ aurique avec ses couleurs, avec les trous dans l'aura, etc. Et on peut maintenant l'interpréter grâce à des logiciels très pointus. Donc, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, la science nous oblige à démontrer ce qui existe. Et heureusement pour nous, la science n'est pas capable de fabriquer la vie. Elle peut la répéter, elle peut la cloner, elle peut, avec les OGM, travailler sur le code de la génétique d'une plante et même d'un animal et la renforcer dans certains paramètres pour l'industrialisation, mais on ne peut pas fabriquer la vie. Et j'espère vraiment qu'on ne pourra jamais la fabriquer, vraiment. Parce que là, je vais commencer à avoir peur. Mais donc tu vois la physique quantique et ces thérapies quantiques comme une nouvelle solution pour la santé, en fait. C'est pour ça que vraiment tu t'y es intéressée. Parce que on nous a fait croire que les molécules chimiques, c'était la seule voie pour guérir. Aujourd'hui, en médecine, je ne vais pas faire plaisir peut-être à cet europage de médecins, mais c'est pas grave, parce que c'est une réalité. La médecine, en 7 ans d'année de médecine, déjà les étudiants en médecine ne font que 4 heures sur l'alimentation. 4 heures en 7 ans, c'est dramatique. Hippocrate disait quand même que c'était d'abord l'alimentation qui était votre premier médicament. Alors, l'alimentation, Marion, c'est partie 2. Je sais que tu es passionnée par le sujet. Oui, mais comme l'être humain, les thérapies quantiques ont leur action, mais ont leurs limites.
C'est-à-dire pour moi, l'alimentation, c'est le tronc commun de toutes les médecines. Tu es un être vivant dans un milieu. Comme une plante, si je l'arrose pas, elle va mourir parce qu'elle va se dessécher. Et si je lui donne pas les éléments nutritifs suffisants, ben elle va jaunir, elle va s'oxyder, elle va pas survivre s'il fait trop sec ou trop humide. Il faut qu'elle se défende cette plante. Et puis il y a des agresseurs, il y a des prédateurs pour les plantes. Donc une plante qui est malade, comme par hasard, il y a des cochenilles qui vont arriver dessus, elle va se faire bouffer par les escargots. Alors qu'une plante qui est vivace, qui est en bonne santé, qui a tous les sels minéraux qu'il lui faut, elle va se défendre. Et elle va dire, toi le champignon, tu viendras pas chez moi. Et un être humain, c'est pareil. Donc un être humain, son terrain va être très important. C'est pour ça que l'alimentation, même si vous faites des thérapies quantiques et vous bouffez n'importe comment, ça ne marchera pas. C'est important de comprendre ça. Mais aussi, il y a ceux qui ne jurent que par l'alimentation et qui n'ont pas compris qu'un gros stress psychologique peut vous tuer. D'ailleurs, vous avez vu, je ne sais pas comment il se nourrissait, mais nous avons un animateur de télévision très connu qui est mort récemment parce qu'il n'a pas pu survivre à son conflit. Donc le conflit, c'est quantique. Pourquoi ? Parce qu'une information psychologique va induire plein de dégâts. D'ailleurs, vous allez bien. Tout d'un coup, vous allez bien, vous arrivez bien, vous êtes avec une personne qui vous aime, vos enfants, ils travaillent bien à l'école, et puis tout d'un coup, on vous téléphone et on vous dit ta mère vient d'avoir l'infarctus, elle est morte. Poum. Elle n'est pas morte, elle n'est pas là. C'est une information. Et pourtant, il y en a qui tombent dans les pommes, il y en a qui vont avoir le sang qui fait qu'un tour, il y en a d'autres qui vont avoir un vertige, il y en a d'autres qui vont arrêter de respirer. Et c'était une information. Donc vous imaginez la puissance sur notre organisme d'une information. Donc ça, même si ce n'est pas démontré, quoique si on nous met des électrodes, on verrait le choc d'adrénaline, etc. quand même. Hein. Donc l'information peut guérir ou rendre malade. Ah, ça devient intéressant. Donc, c'est pour ça que je rejoins Bruce Lipton. Et Bruce Lipton ne sera pas en 2012 chez nous, mais j'espère en 2013. Mais nous allons visionner son film, fait encore par Jean-Yves Billien. Parce que pour moi, c'est un grand bonhomme, un grand biologiste, qui a démontré que finalement, la génétique, c'est sympa, mais on peut la changer. Au cours de notre vie, ça n'est pas sclérosé, il n'y a pas un ADN, et puis si tu as une maladie génétique, tu vas te la taper toute ta vie. Non. On peut transformer un modèle génétique pendant notre vie. Et nos croyances, si on croit qu'on ne le changera pas, ça ne changera pas. Mais si on croit vraiment et qu'on a la certitude absolue qu'on peut le changer, on peut le changer. Et c'est comme ça qu'à cancer égal, il y a des gens qui vont guérir et il y a des gens qui vont mourir. Donc ma question est, mais pourquoi à ce moment-là développer tant d'outils quantiques, tant de petits et grands produits de toutes sortes, alors que peut-être cette guérison, on pourrait se concentrer aussi sur le fait qu'on peut s'auto-guérir, qu'on peut de nous-mêmes, grâce à ces croyances, se reconstruire, se régénérer, vieillir moins rapidement, voire même inverser le vieillissement. Enfin, il y a des choses qui sont fantastiques et possibles de nos jours. Et des fois, je ne comprends pas trop pourquoi on parle autant de tous ces autres outils, alors que nous-mêmes, on a un outil fantastique. Alors d'abord parce que l'outil est l'intermédiaire entre le patient et le thérapeute. Un très bon thérapeute ne va pas pouvoir soigner 7 milliards d'individus. Donc ce qu'il y a bien, c'est que c'est un intermédiaire. Donc un très bon thérapeute n'a besoin de rien. Vraiment. Je suis absolument persuadée, et je le vis aussi, que pour induire le miracle chez la personne, je sais qu'on peut le faire. Mais comment vous allez soigner tous ces gens qui ont besoin de thérapies moins intrusives que la chimie pour les amener sur un chemin ? La guérison est un chemin. Donc les thérapies quantiques sont l'interface entre le patient et sa maladie. Et petit à petit, moi j'ai besoin de ces techniques. Pourquoi ? Parce qu'elles me permettent de vérifier mes perceptions. Et ça, en cela, je les trouve intéressantes. C'est pour ça que j'en ai pas qu'une, mais plein de machines. Parce que... J'ai pas encore été voir, mais j'imagine que c'est un peu la caverne d'Ali Baba. En général, je ne fais pas confiance aux machines au départ. Il faut qu'elles me démontrent qu'elles sont fiables. Donc, je les teste. Je mets 6 mois avant de dire « toi, tu es une bonne machine » ou « toi, tu es vraiment une cochonnerie ». Voilà. Et donc, c'est beaucoup les Russes, les Américains, les Hongrois qui ont beaucoup développé des machines intéressantes. Et c'est vrai que c'est l'aérospatiale
avec les histoires des astronautes qu'on ne peut pas soigner dans l'espace avec de la chimie, qui ont pu permettre de développer ces technologies. Parce que dans l'espace, si vous prenez de l'aspirine ou n'importe quelle molécule chimique, on peut vous tuer. Carrément. Et c'est arrivé. Donc ils se sont dit, oh, mais alors quand ils ont un problème dans l'espace, comment on va faire, quoi? Donc ils ont des électrodes en permanence sur eux. Et via les satellites, on peut envoyer des fréquences. Parce qu'on s'est aperçu, et ça les Allemands aussi ont énormément travaillé, les Allemands sont très très forts aussi là-dedans. Ils ont beaucoup travaillé sur les fréquences. Donc le tout est la somme des parties. Mais la somme des parties, c'est un tout. Mais cette somme des parties fait que les cellules, par exemple, du foie, ont une fréquence. Les cellules de l'estomac, c'est une autre fréquence. Les cellules de votre vésicule biliaire, c'est une autre fréquence. Donc ils ont isolé des fréquences comme ça, des organes, des tissus, de la lymphe, des os, du système nerveux, mais à certains endroits, des glandes endocrines, mais aussi de virus, des bactéries, des champignons, tous les éléments pathogènes, mais aussi, bien sûr, des fréquences chimiques, parce que la chimie a sa fréquence. Quand on dit qu'un médicament est périmé, c'est pas la chimie du médicament qui est périmée, c'est parce qu'il n'émet plus, tout simplement. Vibratoirement, il émet à émission zéro, parce qu'il perd son côté vibratoire. C'est intéressant. Donc, ils ont isolé des dizaines de milliers de fréquences qu'ils ont pu, je dirais, reproduire physiquement. C'est de la physique quantique. Donc, telle barrette va émettre telle fréquence. Ça, c'est la morathérapie, c'est le polar de Rayonex, c'est les travaux de Noé Schmidt. C'est des travaux qui sont... et c'est du lourd, les Allemands. Hein, il faut que ça soit reproductible, mesurable, quantifiable, etc. Et c'est vrai que c'est des bons produits parce qu'on peut vraiment mesurer où est-ce qu'il y a un dysfonctionnement dans la fréquence. C'est intéressant en termes de diagnostic. Quand vous avez mal à la gorge ou que vous êtes fatigué, quand vous allez chez le médecin, il va vous donner un truc qui va vous remonter un guronzan ou une vitamine C ou je sais pas quoi. Il va vous dire c'est dans la tête, au revoir, 23 € et ça dure un quart d'heure. Nous, on va se poser la question, pourquoi vous êtes fatigué? C'est compliqué la fatigue. Pourtant, c'est pas une maladie la fatigue. D'où ça vient cette fatigue? Et bien ces appareils, je les trouve très intéressants pour aller investiguer tous les champs de fréquence de la personne et aller voir quel est l'organe qui est en souffrance. Mais aussi, ça c'est les travaux de Bill Nelson, qui est vraiment spécial, qui a travaillé beaucoup avec la NASA. Et Bill Nelson a isolé les fréquences d'émotions. C'est-à-dire, il y a la colère, l'agressivité, l'abandon, le manque, la tristesse, etc. etc. Il a isolé comme ça un certain nombre d'émotions. Je dis, mais comment vous avez fait pour trouver la fréquence de la colère, par exemple? Parce que moi, je me mets facilement en colère. Je me mettais, ça va mieux maintenant. Et la rage profonde, etc. Et il me disait, c'est simple, on a enfermé 40 personnes dans une salle, et bien sûr, on les mesurait, etc., etc. Et on a fait en sorte de les mettre en colère, mais très fort, hein, tous, hein, en gros pétard, quoi. Et on a regardé ce qui se passait en termes de fréquence. Et ils ont fait ça pour toutes les émotions. Et je peux vous dire que, franchement, la fiabilité, c'est 80%. Et 80%, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Donc, c'est un appareil qui s'appelle le Skew Indigo, c'est pareil, de toute façon. Ça, c'est les technologies, c'est la même. Et celle que tu disais que Greg Braden... Greg Braden promotionne l'Indigo. Bill Nelson est plutôt sur le Skew. Mais je dirais, c'est Bill Nelson qui est un ancien médecin, mathématicien, informaticien, physicien. Il a accumulé beaucoup de sciences. Et il se trouve qu'il avait un enfant autiste. Et il s'est dit, comment, puisque je suis capable d'aller très loin dans l'espace et de comprendre cet univers, je dois pouvoir aller dans le bruit sourd des tissus et aller investiguer cet espace intérieur. C'est intéressant. Oh, ouais. Ouais. Donc il s'est fait aider de plein de médecins, de médecine ayurvédique. Il fait des congrès tous les ans et toutes les personnes qui ont travaillé sur une pathologie particulière, avec des séquences particulières, parce qu'il y a des fréquences qui, mis en séquence les unes avec les autres, on aura un meilleur résultat que si on tâtonne, etc. Donc il a mis au point des livres de fréquences et je les utilise de temps en temps pour la maladie de Lyme, qui est une maladie compliquée, pour les fatigues, pour les polyarthrites, pour des choses comme ça, pour des maladies un peu complexes, les fibromyalgies, des choses comme ça. Donc c'est vraiment des outils intéressants, mais attention, une machine a ses limites, elle ne remplacera jamais le thérapeute.
Et le thérapeute qui croit que uniquement en balançant sa machine sur la personne et en isolant la fréquence, avoir des résultats, eh bien non. Parce que pour moi, c'est un couple, un thérapeute et son patient. Et ce couple, c'est la machine, alors c'est un trio là. Et la machine, c'est le support, comme le tarot est le support du médium ou la boule de cristal. Donc, après, par où je vais commencer? Pour que la personne, finalement, le but ultime, c'est la prise de conscience. Et c'est le déclic. C'est le déclic. Et c'est la prise de responsabilité de sa maladie. Car nous sommes 100% responsables de nos maladies. Aïe, aïe, aïe. Dire ça à quelqu'un qui a un cancer ou un diabète, il ne va pas être content. Et pourtant, c'est la réalité. Moi, j'avais vraiment plein de problèmes de santé. Et j'ai remonté les manches. J'ai dit, bon, attends, la médecine ne va pas me donner de solution. Il faut que je les trouve. Je suis partie en chemin. J'ai mis très longtemps. J'ai 56 ans aujourd'hui, puisque je ne sais pas comment... dans combien de temps les gens vont dire « Ah, tiens, elle avait tel âge » et quand ils me verront à 80 balais, je l'espère. Bon, voilà, nous sommes en 2012. C'est quoi 2012? C'est l'âge du retournement. C'est l'âge où on ne peut plus tergiverser. On a une obligation d'être dans l'authenticité, la réalité. Qu'est-ce que le réel? Tout ça, c'est vraiment des questions que se posent les physiciens quantiques. La réalité, elle est ce qu'on va en faire. Elle est ce qu'on va créer. Nous sommes créateurs de réalité. Alors là, c'est tout un congrès qu'il faut faire autour de ça. Mais il y a tellement c'est vrai, de thérapies, d'appareils et tout ça, on s'y perd aussi. Et puis il y a quand même, faut bien dire ce qu'il y a, il y a aussi des appareils qui ne marchent pas. Il y a des thérapies qui ne marchent pas. Et donc dans le coup, ça met beaucoup d'ombre sur d'autres choses qui marchent. Comment on peut s'en sortir dans ce marché du quantique? Il y a tellement de choses. Les gens tombent dedans aussi. Enfin, c'est un véritable business quand même. Donc comment on s'en sort? De toute façon, tout est business. Sur cette terre, si on vous donne de l'essence gratuitement dans votre voiture et qu'on vous fait à manger et vous avez qu'à vous mettre ses pieds sous la table, moi je dis bravo. Hein. Il y a quelques moines bouddhistes qui sont à cet endroit-là, mais nous, pauvres mortels, nous ne sommes pas à cet endroit-là. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, un médecin c'est du business. Un physicien, c'est du business. Un pharmacien, c'est du business. Un coach, c'est du business. Un spirituel qui va vendre ses séminaires, c'est du business. Et les gens qui viennent à nos congrès ne sont pas gratuits. Donc de toute façon, tout le monde vit avec l'énergie argent, qui est une énergie, mais on ne va pas forcément utiliser cette énergie en exploitant l'autre. Mais je ne vois pas pourquoi, si vous faites un bon travail et que vous rendez service à plus grand nombre, pourquoi vous n'auriez pas la possibilité de gagner de l'argent pour vivre confortablement et continuer dans vos recherches. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Donc c'est du business, bien entendu. Mais il y a business et business. Voilà. Hein? Il faut bien comprendre ça. On n'est pas obligé d'aller capitaliser, d'aller à la bourse, boursicoter sur des énergies premières comme le blé, le sucre, et affamer des populations uniquement parce que le cours va monter. Ça, je trouve ça ignoble et il va falloir que ça s'arrête. Non, mais ça, c'est de la manipulation. Oui, mais c'est pas possible ça. Un business comme ça, c'est pas possible. Mais il y a quand même une manipulation dans le quantique. Il y a tellement de petits appareils, petits trucs. Comment on s'en sort? Il y en a des vachement bien. Il y en a plein de vachement bien. Mais n'oubliez pas que c'est un interface entre le patient et le thérapeute. Et les thérapies qui avortent, c'est parce que le thérapeute n'est pas bon. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces objets-là eux-mêmes, donc qui bypassent, qui ne prennent pas de thérapeute. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette automédication quantique? S'ils ont la chance de pouvoir s'acheter des appareils comme ça, qui sont tous coûteux, ah oui, franchement, ils coûtent assez cher. Hein. Bon, oui, ils sont tous coûteux. Donc moi je dis, en prévention et en support de guérison, c'est drôlement bien. Parce que par exemple, je rentre du Maroc et j'ai pris beaucoup de ventilateurs et je commençais à avoir le nez qui commençait à se comprimer parce que je ne supporte pas la clim. Et le ventilateur, quand vous le prenez toute la journée dans la tête, ça peut vous créer un courant d'air et créer, on va dire, une inflammation bactérienne. J'ai rien pris, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des couleurs, la Milta. Et j'ai balancé des couleurs spécifiques qui travaillent sur l'inflammation. J'ai plus rien. Donc c'est quand même bête de prendre de la chimie pour régler le problème, alors qu'uniquement avec des fréquences colorées, je peux régler ce problème. Mais à condition d'y croire. Franchement, je fais exprès de croire à rien. Parce que
Je mets toujours ces machines à l'épreuve, toujours. J'ai pris un peu d'huile essentielle aussi. Les huiles essentielles, c'est magnifique. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, je peux vous dire, quand vous observez une huile essentielle d'origan sur un état infectieux, les bactéries, elles reculent comme avec les antibiotiques. Hein. C'est un antibiotique naturel, mais c'est une bombe atomique, hein, l'huile essentielle d'origan. Donc il y a quand même des produits alchimiques issus de la nature qui sont tellement efficaces sans effet secondaire. C'est formidable quand même. Donc ces appareils de thérapie quantique, il y a des plus performants et des moins performants, mais le plus performant doit toujours être le thérapeute. Parce que si vous êtes totalement dépassé sur un plan inflammatoire, il ne faut pas hésiter à faire des antibiotiques. Ça m'est arrivé. Parce que parfois, les gens, à vouloir trop croire à ces thérapies-là, vont quand même oublier de s'opérer. Si vous avez des calculs à la vésicule biliaire et que vous avez tout essayé et que rien n'y fait, je suis désolée, il y a des fois il faut passer par l'ablation. Je suis désolée. À moins d'aller voir chez Joao et tout ça, mais tout le monde n'a pas les moyens d'aller au Brésil, voir des grands guérisseurs, faire des opérations à main nue. Quand on a vraiment essayé un certain nombre de choses, il ne faut pas hésiter à faire à ce que la science sait très bien faire, c'est répondre à l'urgence. Pour l'urgence, on est vachement bon. Mais en amont, il faut travailler sur nous. Pourquoi je suis malade? Pourquoi la maladie? Et pourquoi tout le monde n'attrape-t-il pas les mêmes maladies? Ça, c'est des questions essentielles. Pourquoi, quand il y a une grippe, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas, alors qu'on aura presque bu dans le même verre? C'est des questions à se poser. L'immunité, c'est quelque chose d'extraordinaire, de très intéressant, et c'est un monde à part entière. Donc l'alimentation, tronc commun de toutes les médecines. Pour avoir une bonne immunité, on commence par là, c'est clair. Moi, j'ai sauvé mon intestin qui était nécrosé et atone grâce à l'alimentation et à des thérapies à base d'huile essentielle et de mycélium de champignons. Je m'en serais pas sortie. Hein. Et croire, pas croire, des fois, on peut avoir un conflit, mais on n'arrive pas à le solutionner. On n'y arrive pas. Une femme qui a vécu 40 ans avec son mari qu'elle aimait, s'il meurt, en général, elle suit très peu de temps derrière parce qu'elle ne peut pas le supporter. Il y a des choses qu'on ne peut pas arriver à dépasser. On peut tout dépasser. Hein. Je pense qu'on a les moyens puisque on ne nous envoie que ce qu'on est capable d'encaisser, quoi. Mais il y en a qui n'ont pas pris les moyens avant, qui se sont pris trop tard. Pour ça que c'est un chemin, prenez le chemin le plus vite possible. Vraiment. Mais c'est fou, il y a plein de personnes qui vraiment s'intéressent à ces sujets-là. Il n'y a pas besoin d'être médecin maintenant. Je veux dire, le congrès, là on en est à la 3e édition, donc c'est le 17 et 19 novembre à Reims. On commence le 16 novembre au soir avec un concert gratuit de Marc Vella, parce que je voulais absolument que la tonalité, ça soit l'amour, parce que l'amour c'est le plus grand guérisseur. D'ailleurs, le docteur Lascaux va nous en parler pendant 1h30. Et c'est un médecin extraordinaire qui était obstétricien, je crois, au départ, ou gynéco-obstétricien, et qui est vraiment allé vers cette dimension. Et l'amour est vraiment la fréquence guérisseuse ultime. Mais l'amour, c'est pas l'état amoureux névrotique, c'est l'amour vraiment, cette énergie qui est d'abord de s'aimer soi-même. Mais s'aimer soi-même, c'est pas se faire des petits bisous et être arrogant. Ah, moi je m'aime. Non, non. C'est être en accord avec soi-même, c'est s'accepter avec ses qualités, ses défauts, c'est être en compassion avec soi-même, c'est arrêter de s'abîmer, c'est prendre soin de soi, c'est se respecter. Et tout ça, Marc Vella est vraiment capable de le transmettre, à la fois par la parole et par la musique. Et il va toucher tout le monde au cœur, ça c'est sûr. Donc ça c'est le 16 novembre au soir. Ensuite il y a le 17 et le 18 novembre où là ça va être un marathon. Ils ont intérêt à être en forme parce que waouh, il va y avoir beaucoup d'informations. Ce sera enregistré de toute façon, mais dans ce lieu, il se passe toujours, c'est un lieu d'échange incroyable. Et j'ai voulu absolument mettre une journée de nutrition le lundi, avec le professeur Joyeux, avec des médecins Kousmine, avec des docteurs Yann Rougier, qui est un chercheur, avec Philippe Desbrosses, qui est quand même un grand bonhomme qui a su démontrer, refaire venir des légumes oubliés, parce que notre banque génétique, c'est vraiment les graines. Et si maintenant on n'a plus accès que graines OGM, ça va être une catastrophe. Et donc on va rendre hommage à Kousmine, puisque ça fait 20 ans que Dr Kousmine est morte. Et donc c'était important pour moi de lui rendre hommage, parce que ça a été une très grande dame, précurseur de beaucoup de choses. J'ai été son élève. J'ai été son élève, entre autres, parce qu'elle m'a apporté des solutions, mais pas toutes. Mais ça a été un tremplin formidable pour moi de compréhension. Et elle s'intéressait à tout. Et
Et à l'époque, je m'intéressais aux ondes biologiques avec Marcel Violet qui avait travaillé sur, tiens, quand il y a un orage, eh ben, les plantes, tout d'un coup, elles poussent plus vite, il se passe quelque chose après un orage. Donc il s'est intéressé aux ondes biologiques, donc il a voulu reproduire de l'eau chimiquement, H2O, et puis il a mis un tétard dedans. Et tétard, foudroyé. C'est pas possible, il y a H2O, il y a les minéraux, et le tétard, il vit pas, c'est pas possible. Donc il s'est dit, tiens, peut-être qu'il faudrait que j'oxygène mon eau. Donc il bat son eau, il remet un tétard. Tétard. C'est pas possible quoi. Alors il a pris cette eau chimique, il l'a mise dans un bol en verre hermétiquement fermé, donc s'il n'y avait plus de contact avec l'air. Il l'a mis sur sa fenêtre l'été, donc il y a eu beaucoup de soleil. Un mois après, il ouvre son bol, il remet un tétard, et le tétard. Donc il s'est dit, tiens, il y a un truc vibratoire dans cette eau que je n'ai pas moi su fabriquer et qui a permis aux vivants de rester vivants. Et là, il a commencé tous ses travaux, il a même des dynamiseurs d'eau, Marcel Violet, etc., qui sont toujours en vente. Après, il y a plein de gens qui ont continué à faire sur des champs magnétiques, des dynamiseurs, machin. Maintenant, Korotkov et le docteur Alfred Fritz Popp s'est intéressé à la lumière de la cellule avec les photons. Tout ça, c'est de la physique quantique, tout ça. Donc, il s'intéresse à ces domaines-là et on essaye de les amener dans une machinerie. Mais attention, la machine ne fera pas tout. Vraiment, j'insiste sur ce fait. Mais ça peut drôlement aider. Une fois, j'avais vraiment mal au dos parce que je fais des sports un peu forts comme le wake. Et j'avais fait un petit saut, puis en retombant, on peut se déplacer un peu le bassin. Et donc, j'avais vraiment mal au dos, quoi. Et il a mis des LED, un gros truc de LED, ça coûte cher, c'est ça qui est dommage. Il me l'a mis un quart d'heure, je vous jure, le lendemain, j'avais plus mal. Je me suis dit, mais attends, c'est pas vrai, quoi. Incroyable. Là, j'étais scotchée parce que, bon, je disais, il va me mettre ces trucs, ça va peut-être me soulager, on verra bien. J'étais pas dans certitude absolue que ça allait marcher, franchement. Hein. Donc, il n'y avait pas le côté placebo, parce que je m'en méfie beaucoup de ce côté placebo. Étant chercheur moi-même, côté placebo, bon. Nocebo aussi. Hein. Bien sûr, oh là là, il y a tellement de thérapeutes nocebo. Et j'ai rencontré aussi un être extraordinaire, un chercheur canadien. Il est ingénieur en électronique et en ingénieur du son. Et il a mis au point, il s'appelle Pierre Rubeza. Alors, il va parler doucement parce qu'il parle français, mais avec un accent. Des fois, c'est un peu difficile de suivre. Et il a mis au point une signature électrique du vivant. Et ça, c'est littéralement scotchant. Donc, j'espère que vous serez là pour le voir et il faudra l'interviewer parce qu'il est vraiment très, très intéressant. Je pense que je vais me déplacer. Il nous a montré, par exemple, il a mis au point un système qui s'appelle le bioscope, que j'attends d'ailleurs parce que je l'ai commandé. Parce que moi, j'adore faire de la recherche aussi et j'aime bien vérifier des trucs. Et donc, ce bioscope, c'est un système où vous avez une électrode que vous allez mettre dans un verre d'eau. Et tout ce que vous allez mettre en contact avec cette eau, vous allez pouvoir voir s'il y a une cohérence ou pas. Et donc, on voit non seulement la vitalité du produit, mais sa cohérence. Donc, je trouve que ça va plus loin que les cristallisations sensibles. Les cristallisations sensibles étant un système où on va mettre des cristaux de cuivre, je crois. On va le faire vieillir pendant 21 jours et on va avoir une arborescence qui va s'installer. Et cette arborescence va nous donner un peu comme les cristaux des motos, va nous donner un petit peu s'il y a une cohérence, s'il y a de la vitalité, de la toxicité, etc. Mais ça demande 21 jours. Alors moi, je trouve qu'en 21 jours, il y a l'influence du soleil, de la lune, de la saison, de l'électromagnétisme, du vent, etc. Même si c'est dans une cabine fermée, il y a les champs telluriques. Moi, je trouve qu'il y a trop de paramètres qui peuvent induire des transformations sur ces plans qui sont vivants. Alors que lui, il va prendre divers échantillons qu'il va faire au même moment avec la même personne, puisqu'on le sait qu'en physique quantique, l'observateur va induire un comportement différent sur l'observé. Ça, c'est de la physique quantique. Donc c'est ça qui est dingue, c'est qu'on ne peut pas être neutre. Celui qui regarde va influencer le résultat. C'est incroyable. Donc c'est toujours la même personne qui fait la mesure. Et donc on voit sa cohérence, sa vitalité. Et un jour, j'étais en stage avec lui, il prend un verre d'eau, et donc comme il y a un espace-temps, donc c'est un truc vivant, c'est pas un truc statique.
Donc on voit comme un électrocardiogramme, tac, 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 1 minute. Et là, il dit, à mon top, vous allez tous regarder le verre. On n'a rien mis dedans, hein. Ta, 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 ta. Allez-y. Vous, vous. Il y a eu des pics alors qu'on était tous à au moins 4 mètres du verre et on ne faisait que regarder le verre, sans intention particulière. C'est extraordinaire. C'est donc juste l'influence électromagnétique de notre regard a fait changer les paramètres de l'eau. Vous imaginez jusqu'où ça va? Mais on est au courant aussi de la pollution électromagnétique. Je suppose que ça aussi, ça influence beaucoup. À pollution électromagnétique égale, puisque le verre, il l'a mesuré, tous en même temps regardent ce verre, donc on voit l'influence du vivant sur le vivant. Alors on ne peut plus regarder un insecte de la même manière, ou même une plante, parce que, comment il s'appelle, Jean-Marie Pelt a démontré, ils ont mis des électrodes sur des plantes. Ils ont fait rentrer quelqu'un de bienveillant dans la PS qui prenait soin de la plante, etc., qui la bichonnait, qui l'arrosait, qui en prenait soin, avec une intention d'amour. Donc ils regardaient les paramètres, c'est pareil. Hein. Et ils ont pris une personne, pareil, on prend 21 jours en général, hein, et elle venait avec un couteau, elle insultait la plante, elle la coupait, elle la tailladait, etc. Et après, il suffisait que la personne malveillante entre dans la pièce pour voir la contraction de la plante. Donc c'est quand vous arrosez vos plantes, quand vous coupez vos plantes, on revient au chaman d'il y a des millénaires qui remerciait un arbre avant de le couper et après l'avoir coupé parce qu'il va nous rendre service à faire du bois, etc., etc. On a perdu cette connexion. Et je pense que après 2013, on va retrouver cette connexion parce que c'est obligatoire, parce que c'est urgent. On n'a pas à attendre 2013, 2012. Hein. Ouais, 2012, mais ça, il faut aller vite maintenant. Parce que les gaz de schiste, toutes les bêtises qu'on est en train de faire, faut arrêter quoi. C'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure la pollution électromagnétique, parce que ça impacte quand même énormément l'être humain, d'où il y a d'autres techniques dont on a peut-être besoin aussi. Enfin, du moins, ce que j'apprécie énormément dans cette conversation et toutes ces conversations, c'est qu'il faut savoir rester ouvert et écouter, même si des fois c'est vrai que c'est tellement différent de son dont on a l'habitude, mais c'est intéressant d'écouter, de voir, d'essayer, tout en se respectant. Enfin, après, on le fait pas, faut pas le faire contre son gré non plus. Mais c'est vrai qu'on peut s'autoriser à goûter, un peu à voir, ou à au moins écouter, rentrer dans la conversation. Je trouve que c'est une forme d'intelligence d'avoir cette ouverture d'esprit et de cœur. L'état d'ouverture est très important dès lors qu'on est confronté à quelque problème que ce soit un problème de maladie, que ce soit un problème relationnel, que ce soit un problème d'argent. Ce problème-là est là pour vous confronter et pour vous obliger à grandir. Parce qu'on ne grandit pas avec des glaces à la crème sous un baobab. Hein. C'est pas vrai. On grandit en général à coups de gros coups de pied dans le derrière ou à coups de gifle, parce que l'être humain est ainsi fait qu'il est un peu feignant quand même. Et donc, le réel nous oblige à sortir de notre fainéantise et à se mettre au travail. En général, c'est ça. Donc si on garde cet esprit d'ouverture, eh bien, c'est ça qui est incroyable, c'est que nous sommes nos croyances. Donc, la vie nous ressemble, notre vie nous ressemble. Et c'est ce que je dis aux gens qui viennent me voir. Je dis, écoutez, puisque c'est vous qui avez semé ce que vous récoltez là, regardez la récolte. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous faites tromper, ou vous n'avez plus de boulot, ou c'est très désagréable ce que vous faites, vos enfants ne vous parlent plus. Bon, ça je parle en négatif, bien entendu, hein, parce que c'est en général quand il se passe des choses négatives qu'on se met en chemin. Quand on a des belles récoltes dans son jardin, et qu'on a de l'amour autour de soi, de la bienveillance et de l'abondance, je dirais, dans ce qu'on a demandé, bien c'est qu'on est sur le bon chemin, c'est évident. Et je ne dis pas que quand on a un gros coup dans la figure, qu'on est dans le mauvais chemin. C'est qu'on a de tous des rendez-vous avec le destin. Tout est écrit. Alors ça, pour moi, c'est clair. Hein. Ah oui. Ah, pour moi, c'est clair. Tout est déjà là. Hein. Tout est là. Mes rendez-vous, j'ai des carrefours. J'ai des rendez-vous avec le destin. Tous. Et ça, je l'ai vérifié et contre-vérifié. J'appelle toujours des gens qui travaillent un peu sur ces mémoires et akashiques et sur les astrologies lunaires, solaires, machin, tout ce que vous voulez. J'aime bien vérifier tout. Et il y a des fois, je ne les confronte pas du tout. Et je regarde ce qui se passe. Parce que je suis armée pour être synchronisée. Pour moi, le bonheur et la vie, c'est être synchronisé entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire, ce que je pense, tac, ça vient. Vous avez tous eu d'ailleurs accès à des synchronicités comme ça.
tiens, je pense à un tel, 5 minutes après, il m'appelle, c'est incroyable. Ou je vais appeler un tel, il dit, écoute, c'est dingue, j'avais mon téléphone dans la main, j'allais t'appeler. Vous avez tous, hein, on a tous vécu des trucs comme ça. Ou on pense à un tel, oh bah ça alors, il est dans l'aéroport. C'est des synchronicités. Et si vous synchronisez votre rêve intérieur, votre monde intérieur, votre réalité intérieure, et que vous êtes bien synchrone, ça se synchronise avec le réel. Tac, les choses s'ouvrent. C'est incroyable, c'est magique, c'est miraculeux. Mais si vous n'êtes pas synchronisé, c'est que il y a des écrans. Les écrans, c'est la colère, c'est la tristesse, c'est la peur, c'est des attentes, c'est les croyances. Tout ça, c'est des écrans qui nous empêchent d'être synchronisés. Donc, par exemple, vous avez l'attente que pour vous, c'est normal que vos enfants vous aiment, par exemple. Ou que vos parents vous aiment. Ben non, il n'y a rien qui vous est dû. Donc ça fait partie de l'apprentissage. Il n'y a rien qui t'est dû. C'est à toi de générer ce que tu veux. C'est à toi de générer. Est-ce que tu veux vraiment que ta mère t'aime? Alors bouge-toi si tu veux qu'elle t'aime, au lieu de la critiquer, de la juger. Vous voyez, et pardonne-lui parce qu'elle a fait ce qu'elle a pu en tant que parent, parce que c'est le plus difficile métier au monde. Donc tout ça, c'est un travail. On doit tous travailler sur nous. Si on croit que ça va aller, on va s'ingurgiter la télé et puis on va vivre selon les croyances qu'on nous inculque, ben, vous êtes mal barré hein, quand même. Ça va un certain temps. Maintenant, c'est un petit peu difficile. C'est un peu la machine à laver. Hein. Mais la télévision fait beaucoup de mal. Elle peut faire du bien parce que ça peut être une source d'information et c'est plutôt Internet que la télévision d'ailleurs. Mais elle nous invite à croire ce que l'on veut lui faire croire. Les journaux télévisés sont incroyablement manipulés. Je trouve ça incroyable parce que vous allez dans d'autres pays et vous regardez les autres points de vue de votre petit pays qui est la France, qui est le mien. Et vous voyez qu'on ne voit pas ça du tout pareil. Et les informations induites, par exemple, le Japon. Est-ce que vous entendez en France parler d'Hiroshima? Vous voyez, Fukushima. Fukushima, c'est pareil. C'est ce qui s'est passé, la même chose. On n'en entend plus parler. Et il y a des drames absolus qui se passent. Terminé. Pourquoi? Parce que ça peut déranger. Donc, on va vous faire croire qu'il ne se passe plus rien alors que le nuage, il passe partout. Hein. Et c'est en train de tellement passer partout que vous avez intérêt à avoir un bon système immunitaire pour ne pas être sensible à une radioactivité qui va monter dans l'ambiance. Tout est comme ça. Donc, ces fameuses pollutions électromagnétiques, pour ne pas les subir, parce qu'il y a des électrosensibles, mais les électrosensibles, on commence à savoir les soigner. Et l'alimentation va être très importante. Votre environnement et vos croyances et votre environnement de vie affective, c'est un travail sur soi, toutes ces pathologies. Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas électrosensible? C'est bien dû à l'individu et c'est bien dû à sa sensibilité et à ses croyances. Donc toutes ces maladies doivent être multifactorielles. Excusez-moi. Et ont des multiples guérisons. Ouais. C'est évident. Eh bien, merci beaucoup Marion pour cette délicieuse conversation. Dis donc, il y a plein de choses à dire. Je pense qu'on pourrait continuer toute l'après-midi sur ce vaste sujet. Merci beaucoup en tous les cas. Et puis j'ai hâte de te retrouver à Reims en novembre, le 17-18. 16, 17, 18, 19 novembre. Il reste plus que 90 places dans la grande salle. Nous serons 750. Et j'ai une autre salle qu'on va ouvrir prochainement de 350 places qui sera en vidéoprojection en direct de la première salle. Et il y aura des intervenants le soir en nocturne dans les deux. Ça fait du monde. Ah oui, ça va faire un marathon. C'est bien. Ça fait bouger les choses. Merci beaucoup Marion. Merci mes délicieux co-créateurs d'avoir regardé cette vidéo et de la partager avec vos amis. Et puis de vous retrouver, au plaisir de vous retrouver sur Reims. Au revoir.